Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 31 janvier 2025 et vous écoutez votre podcast préféré, le Café de l'e-commerce, c'est la saison 6 et c'est l'épisode 222. Je suis Laetitia et je suis toujours accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de filer vos données à une IA chinoise, de scroller sur une app chinoise ou de faire vos achats sur une app chinoise. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, de l'IA Made in China, du social commerce Made in China, de la fast fashion Made in China. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation de montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. La Redoute Plus, le programme d'abonnement de La Redoute, va s'étendre dans 7 pays d'Europe. La Suisse sera le premier pays à lancer La Redoute Plus, après la France. Le programme sera progressivement déployé en 2025 en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et en Italie. Google a conclu un accord avec l'autorité britannique de la concurrence pour lutter contre les faux avis en ligne. Après une enquête de plus de 5 ans, l'entreprise s'engage à renforcer la détection et la suppression des avis frauduleux sur Google et Google Maps, à interdire les auteurs de ces avis et afficher les avertissements sur les profils suspects, tout en facilitant le signalement des pratiques douteuses par les consommateurs. Temu accélère en Europe. 80% des ventes seront bientôt expédiées depuis des entrepôts locaux. Cette stratégie vise à réduire les délais de livraison en passant de plusieurs semaines à seulement quelques jours. Déjà disponible dans plusieurs pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, cette approche devrait s'étendre prochainement à d'autres marchés européens. Et en parallèle, on vient d'apprendre que Temu teste la publicité payante pour les vendeurs aux États-Unis, ce qui laisse présager un déploiement futur en Europe. Samsung Wallet introduit Instant Installment, une solution simplifiant le paiement plusieurs fois via Visa et Mastercard, et Tap to Transfer, un système de paiement peer-to-peer plus flexible qu'Apple Tap to Cash, compatible avec des wallets tiers. Alors, ces fonctionnalités sont disponibles sur les anciens et les nouveaux téléphones Galaxy et viennent à renforcer l'adoption du paiement fractionné, du BNPL en magasin et à concurrencer, vous savez qui, Apple Pay par exemple, avec une approche plus ouverte côté Samsung. Alors, est-ce que 2025, ça sera l'année du wallet ou est-ce que c'est déjà derrière nous ou est-ce que c'est devant nous? Je ne sais pas. Je suis régulièrement contacté par des boîtes qui font des choses autour du wallet. La dernière en date, c'était il y a quelques jours par une boîte française qui s'appelle Neostore Cloud. Je vous invite à regarder ce qu'ils font, mais il y a toujours beaucoup d'innovations autour des wallets. Shein est devenue en 2024 l'enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé. Et oui, Shein passe devant Vinted qui occupait cette position depuis 2020. Shein est donc devenue, selon la plateforme Joko, c'est la plateforme qui a fait cette étude, le site de mode où les Français ont le plus dépensé. Et cette ascension fulgurante, elle se reflète par les chiffres, une augmentation de 58% des ventes entre 2023 et 2024. Le classement des enseignes de mode les plus populaires place désormais donc Shein en tête, Vinted en second, puis Kiabi, Intersport et Zara. Et viennent ensuite Vip, Zalando, Primark, H&M et Gémeaux. Et parallèlement, toujours ce petit Temu. Cette autre plateforme asiatique est considérée comme un généraliste, a connu une croissance encore plus spectaculaire avec une croissance en hausse de 168% sur la même période. Alors si on fait le calcul, Shein et Temu, ça représente désormais 22% des colis traités par la poste. Alibaba fait trembler le marché de l'IA avec son modèle Qwen 2.5 Max, un modèle avancé qui pourrait bien redéfinir les standards actuels des modèles IA. Chaque semaine, on entend la même chose d'un nouvel acteur. Or, Alibaba, il est en concurrence directe avec du GPT-4 ou du Claude 3.5 Sonnet. Et cette innovation place de nouveau Alibaba au cœur de la compétition mondiale pour la suprématie technologique. C'est rigolo, dans la même semaine, on a eu 2 acteurs chinois qui annoncent leur nouveau modèle d'intelligence artificielle. Je me suis demandé si l'annonce d'Alibaba n'était pas synchronisée à quelques jours près de celle de DeepSeek. Amazon accusé de suivre secrètement les consommateurs via leur téléphone. C'est pas nouveau. Amazon fait face à une action en justice aux États-Unis, l'accusant de suivre secrètement les consommateurs via leur téléphone mobile sans leur consentement explicite. La plainte affirme que l'application d'Amazon collecte et stocke des données personnelles, notamment les informations de localisation, même lorsque l'application n'est pas utilisée, donc inactive.
Meta va investir jusqu'à 65 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle en 2025. Mark Zuckerberg ne veut ni de la 3e, ni de la 4e, ni de la 2e place sur le marché de l'IA générative. Il veut bien être le numéro 1. Pour s'assurer de cette victoire, il annonce des investissements massifs, 65 milliards de dollars, donc comme on vient de le dire, pour soutenir tous les projets d'intelligence artificielle au sein du groupe Meta. Malgré le redémarrage de rue du commerce, le groupe LDLC est à la traîne, à la peine sur son 3e trimestre. Pénalisé par une baisse de la demande, tant chez les professionnels que par le grand public, le groupe spécialisé de la vente omnicanal de matériel à tech et informatique a dévoilé des résultats en baisse. Le distributeur a enregistré un chiffre d'affaires de 396,6 millions d'euros sur les 9 premiers mois de son exercice, une baisse de 8,1% par rapport à l'année précédente. On leur souhaite bon courage. La France veut lever 2,5 milliards d'euros pour financer une fondation sur l'IA. L'idée, selon l'Élysée, est de créer un cadre de confiance pour rassembler les données qui seront utilisées pour développer des projets d'intérêt général à base d'IA dans différents domaines comme la santé par exemple. Le siège de la fondation serait fixé à Paris. C'est rigolo parce que Meta promet 65 milliards et puis la France vient avec 2,5 milliards. On voit le poids des grosses big tech américaines face aux États. Elon Musk s'associe à Visa pour lancer X-Money. Cette solution créée spécifiquement pour le réseau social X intègre paiement numérique, transfert bancaire et virement instantané. Alors ce nouveau service, bien évidemment, il serait disponible au cours de cette année et bien évidemment, il serait disponible sur où ? Sur X. Donc c'est une solution de paiement qui doit permettre aux utilisateurs de X de gérer leurs finances directement depuis la plateforme X. FinTech. HSBC abandonne son application Zing, censée concurrencer Revolut et Wise. Le groupe britannique avait lancé il y a tout juste un an Zing, une application dédiée à la conversion de devises et aux paiements transfrontaliers. La décision, officiellement justifiée par une réduction des coûts, dissimule un échec des banques et une très forte concurrence sur ce marché. Les levées de fonds et les rachats de la semaine, Laetitia, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a Eleven Labs qui s'envole, en tout cas la valo d'Eleven Labs s'envole après une série C de 180 millions de dollars. Alors Eleven Labs est connu pour son ascension fulgurante depuis sa mise sur le marché. Ils sont spécialisés autour de l'intelligence artificielle. Adrien connaît très bien cet outil. Ça a été fondé en 2022 par des anciens de Google et de Palantir et la start-up ne cesse de générer des revenus, principalement, je vous le disais, grâce à l'intelligence artificielle et sa plateforme vocale d'IA qui est utilisée par 60% des entreprises de Fortune 500, par les grosses entreprises américaines, le S&P 500. Utilisée par des petites startups, de petites fourmis en France également. Oui, nous, on les utilise aussi. Databricks a levé 10 milliards de dollars avec Meta comme investisseur. Je répète, Databricks a levé 10 milliards de dollars, portant son total de financement à 14 milliards en vue d'une IPO imminente, d'une entrée en bourse. Donc, l'entreprise spécialisée dans l'analytics et l'IA collabore étroitement avec Meta sur les modèles open source Llama, renforçant ainsi sa position dans l'IA générative tout en accélérant son expansion mondiale. Ampliance, spécialiste londonien du Headless Content Management, a levé 37,9 millions d'euros auprès d'HGov pour renforcer sa plateforme et accélérer son expansion en IMIA et en Amérique du Nord. Ce financement, portant son total à plus de 249 millions d'euros, vise à consolider sa position dans l'architecture composable. Et oui, Ampliance, c'est un acteur de l'architecture composable de la MacAlliance, notamment via l'IA, pour aider les entreprises à optimiser leurs expériences e-commerce et réduire leurs coûts de production de contenu. Bravo Ampliance. Komodo, fintech basé en Italie, a levé 13,5 millions d'euros en Série A pour développer ses solutions de paiement fractionné, BNPL, et également de Smart POS, dédiés aux commerçants physiques, stores physiques italiens. Avec 2500 PME clientes, l'entreprise veut moderniser les paiements en magasin dans un marché où 80% de l'emploi repose sur les petites entreprises en leur offrant des alternatives numériques adaptées aux nouvelles habitudes de consommateurs. La news what the fuck de la semaine. C'est Microsoft qui pourrait reprendre TikTok d'après Donald Trump et c'était la dernière annonce il y a 2-3 jours. Le président américain souhaite finaliser le rachat de la plateforme le plus vite possible, d'ici un mois. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire que je me suis trompée la semaine dernière, je vous disais qu'ils avaient que jusqu'à la fin du mois de janvier et en fait non. Ce projet de reprise implique donc un groupe de repreneurs autour d'Oracle qui serait également sur la table. Et je crois qu'il y a toujours les noms de MrBeast et d'Elon Musk aussi sur la table. À voir.
LC2 Vox Populi, la communauté donne son avis et cette semaine, c'est Laetitia qui a posé une question à la communauté. Cette semaine, j'ai interrogé la communauté du café de l'e-commerce et je vous ai interrogé non pas sur l'IA Made in China, quoique, mais surtout sur l'IA agentique et je vous ai demandé quel impact l'IA agentique pourrait avoir sur l'e-commerce. Adrien, avant que je ne partage les résultats et les réponses, mais aussi les interrogations de la communauté, qu'est-ce que cette question t'inspire ? Elle m'inspire beaucoup de choses, surtout qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines ensemble, donc tu connais plutôt ma position, oui à long terme et non à court terme, pour simplifier à l'extrême ma position, mais en tout cas une vraie tendance. Alors parmi les choix, je vous proposais A. C'est encore la révolution, on est en plein dans l'automatisation, notamment pour la gestion des process, des équipes, du service client. Oui, c'est un super levier d'optimisation, c'est la réponse B. Encore pour la gestion des stocks, des achats, mais surtout la gestion des humains. En C, eh bien c'est comme d'hab, c'est un effet d'annonce, on voit aucun use case. En D, je m'en fiche complètement, moi je suis pour l'IA Made in China qui fait dévisser les marchés. Et enfin, réponse E, mais de quoi tu parles ? Je ne comprends rien. À ton avis, Adrien, quelle est la tendance ? Effet d'annonce ? Non, je sais pas. Ouais, effet d'annonce peut-être ? Bah non, pas trop. Finalement, on opte plus, on penche plus vers c'est encore la révolution et on va aller dans encore plus d'automatisation, donc du gain de temps. Et aussi, c'est aussi un super levier d'optimisation. Alors sur l'effet d'annonce, finalement, elle arrive en 3e position. Même pas, elle arrive en 4e position. Devant, mais de quoi tu parles ? Je ne comprends rien. Là, ça nous surprend peut-être un peu moins parce qu'à chaque fois qu'on fait nos conférences, on demande par levée de main qui sait de quoi il s'agit et on est toujours surpris. Maintenant, peut-être un peu moins de voir qu'il y a peut-être 10-15% des mains qui se lèvent, donc la grande majorité du marché n'est pas encore au courant de cette terminologie. Toi, t'as répondu quoi ? Moi, je crois pas que j'ai répondu. J'ai pas répondu et je pense que j'aurais penché entre c'est un super levier d'optimisation et comme d'hab, c'est un effet d'annonce sans use case. Quoique je mens un peu parce qu'on en a vu pas mal aux États-Unis finalement. Et c'est ce sur quoi je voulais t'interroger. Adrien, partage-nous les use cases qu'on a vus à la NRF, entre autres, sur l'IA agentique. C'est dur de voir au-delà des slides et puis des discours parce qu'en fait beaucoup en ont parlé, mais il y en a un que je trouvais intéressant, que je ressors souvent, alors j'ai l'impression de radoter, c'est celui qui est sur la supply et notamment le réassort où tu avais un exemple de données d'agents qui étaient en train d'analyser toutes tes données internes et tu avais un tableau de bord avec où sont tes produits, où sont les flux et à un moment donné il t'explique qu'il y a une alerte qui pop qui te dit là on sait qu'on va être en retard et qu'il y a 6 produits sur 6 produits sur 10 de ce fournisseur qui vont être en retard. Et en 2 boutons, tu vas pouvoir soit lui mettre un coup de pression et envoyer un email. Donc tout est automatisé. Tu lui envoies un email pour le relancer et pour lui demander où est-ce qui se passe et de se dépêcher. Ou deuxième chose, chercher des produits de substitution. Et pareil, c'est un bouton. Alors c'est un seul bouton, mais derrière c'est plein de tâches et c'est l'automatisation qui est derrière. Donc rigolo. Et si tu écoutes Salesforce, dans tous les domaines, tu as des agents qui vont faire de la vente, du call calling. On avait vu des démos de Google, je crois, il y a l'année dernière, qui appelle et qui se fait passer pour je sais pas qui et qui va faire une réservation pour toi. Donc tu sais, ce qui fait sourire beaucoup de monde, c'est des agents qui parleront à des agents bientôt. Quoi de neuf chez nous ? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe LCDE ? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Adrien, qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine pour nous ? Heureusement que tu le dis pour nous, parce que pour moi, pas grand-chose. J'étais collé à tes baskets. Donc écoute, c'était une semaine assez chargée. Chaque jour, il y a eu pas mal de choses. Peut-être que le gros truc cette semaine, c'était mardi soir. En tout cas, pour moi, la grosse chose, c'était mardi soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé mardi soir ? Et mardi soir, il y a eu un dîner très particulier. Je sais même pas si on en a beaucoup communiqué en tout cas à l'antenne, mais on a fait un dîner Wire, un dîner un peu particulier, parce que d'habitude, les formats Wire pour Women in Retail and E-Commerce, c'est quelque chose qu'on a créé l'année dernière. Ça rassemblait en général 40, 50 personnes. Et là, on voulait faire quelque chose de beaucoup plus intimiste, en tout petit comité. On devait être 12-15 personnes. Et on a passé la soirée autour d'un repas. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, les discussions étaient passionnantes. On a parlé d'agents IA, on a parlé de magasins, de tendances. Donc, c'était chouette. Je ne sais pas si on veut vraiment dévoiler beaucoup de choses sur le dîner. Mais en tout cas, on peut dire que c'était très cool. Bon, je crois qu'on dévoile aucun secret d'alcôve. Tout est sur Internet, tout est sur LinkedIn. C'était une superbe soirée. On a fait ça dans un lieu majestueux, avec pas mal d'activités. Et puis voilà, on a animé une très très petite communauté de 12 femmes du retail. On n'avait pas un thème en particulier sur lequel on souhaitait débattre. Vraiment, tout était posé sur la table. Et puis je crois que ce qui animait vraiment ce dîner, c'était la volonté d'échanger autour des problématiques de retaileuses ces derniers temps.
Autre chose, Adrien, à part ce fabuleux dîner, peut-être des choses à venir? Bah voilà, la suite, ça va être, il reste encore pas mal de choses. La semaine prochaine, gros projet, parce que ça fait peut-être 1 an maintenant qu'on travaille dessus. J'ai envie de dire presque plus d'1 an qu'on travaille dessus. C'est notre fameux événement B2B, Brands to Buyers. On va casser la baraque. Il était initialement prévu pour début décembre, mais il y a eu des grosses grèves nationales, donc on l'a repositionné et il arrive le 6 février prochain. Brands to Buyers, c'est quoi? C'est un événement B2B, grand compte, fédérer la communauté B2B digital et commerce en France. Ouais, on a des petites ambitions. Et bah écoute, ça marche bien, on est super content. On a du Adobe, du Valtech qui nous suivent sur ce projet fou, et donc on est complet, mais il y a toujours de la place, et j'aime bien dire, si pour les copains il y aura toujours un peu de place, donc contactez-nous si vous êtes intéressés. Et puis on a surtout, moi je suis surtout fier aussi de l'ADA, enfin donc des speakers qui vont parler, mais du site internet on s'est lâché, il est plutôt fun, non? Ouais, et ce site, eh bien, écoute, il sera aussi présent lors de toutes nos présentations, et ce sera aussi la DA de l'événement. Donc, allez jeter un coup d'œil. Il y a les liens dans la description. Vous verrez, c'est très esprit 80s, 90s. Donc, c'est très coloré. Laetitia, on a dévoilé un de nos projets secrets là cette semaine. Oui. Tu veux en parler? Dévoilé Store Tour Paris. Store Tour Paris, vous le savez, on part à la découverte des magasins les plus innovants, non pas à l'autre bout de la planète, mais en France et à Paris. Et on va poser nos valises le 13 février prochain dans le cœur du Marais. Pourquoi faire? Pour partir à l'aventure de Shopify POS. Alors, on est très fiers avec Adrien parce que Adrien aime bien dire qu'on a l'exclusivité. À mon avis, on a l'exclusivité sur rien du tout. Il y en a qui le feront, mais en tout cas, je pense qu'on est les premiers à le faire. Et on va emmener une dizaine de retailers pour leur montrer la puissance de Shopify POS. On a bloqué une après-midi, on va visiter des magasins, on les dévoile pas encore, ça sera un petit peu le secret ou la surprise. En tout cas, il y a de toute façon plein de surprises, parce que ça c'est notre touche spéciale. C'est donc le jeudi prochain après-midi, pareil, un site internet storetourparis.fr, et on est extrêmement fiers de faire ça avec Shopify et Data Solutions. Donc encore une fois, plein d'agences, de l'écosystème qui nous fait confiance, qui travaille avec nous pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on arrive à monter des projets, c'est ce qui nous éclate. Donc merci encore pour leur confiance, et merci à tous les participants. Il y a déjà une liste d'attente, et on est très très content. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Et tiens, assez chargé, autre chose, hein, ou quand est-ce qu'on prend des vacances? Pour moi, ce sera la première ou la deuxième, je sais jamais, je confonds toujours, je crois la deuxième semaine des vacances de février pour la zone, c'est la zone à laquelle on appartient. Mais avant de partir en vacances, je voulais vous parler d'un événement auquel j'ai assisté. C'est l'événement organisé par VO2, c'est Role Model Party. Cette fois-ci, c'était dédié à l'intelligence artificielle. Je vais régulièrement à ces soirées, qui est un petit peu là, le wire façon VO2. J'aime bien y aller, j'y vais avec mes copines, et dont pas mal de femmes qui sont dans le café des femmes de l'e-commerce, le groupe, le café des femmes de l'e-commerce. On s'est retrouvés, et puis c'était génial parce que en fait là, première fois de ma vie où je voyais un panel où il n'y avait que des femmes qui parlaient d'intelligence artificielle, et attention, elles sont calées, hein. Des scientifiques, des chercheuses au CNRS, des professeurs, des nanas de la French Tech bien évidemment. C'était sympa, c'était houleux, j'avais envie de prendre le micro, j'ai envie de faire partie du débat parce que j'étais pas toujours d'accord avec ce qui se disait. Est-ce qu'ils ont parlé de DeepSeek ou c'était trop d'actualité? Ah bah bien sûr, ils ont parlé de DeepSeek, et c'est là où moi j'avais envie d'intervenir. C'est que bien évidemment quelqu'un disait ah oui c'est chinois, on sait pas ce qu'on leur donne, c'est peut-être un peu bancal machin, et quelqu'un d'autre qui disait non mais en fait les Chinois ne sortent jamais de choses bancales, et vous inquiétez pas qu'ils ont travaillé dessus depuis très longtemps, qu'il y a des fonds, et que encore dans 4 jours vous aurez une nouvelle version, et que la réalité c'est que on est des nains de jardin, nous, l'Union européenne, plus particulièrement la France. On ne produit rien dans l'intelligence artificielle, et on est face à 2 géants qui sont en train de nous bouffer. J'étais plutôt du côté de ce discours-là. C'était quoi le profil des personnes qui étaient là? Alors, les participantes, bien écoute, il y avait à la fois des retailers, j'ai retrouvé des retaileuses, et puis bien évidemment l'écosystème tech français, avec pas mal de startups aussi, de CEO et de fondatrices femmes, des chercheuses, des agences. Enfin, c'est vraiment ouvert à toutes. Donc généralement, c'est très très cool. Ça dure pas très longtemps. On n'est pas sur nos formats wire qui s'étendent. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et les participants, en tout cas celles qui sont on stage, sont assez accessibles, puisque le principe, c'est rôle modèle. Et c'est de pouvoir trouver une femme qui peut être ton mentor, ou quelqu'un avec qui tu vas pouvoir prolonger les discussions. Ils font ça chaque trimestre? C'est quoi la fréquence? Ouais, c'est plutôt chaque trimestre. Tu t'es déjà inscrite pour la prochaine édition?
Je n'ai pas la date, mais j'irai avec plaisir à la prochaine édition. Bon, on en parlera comme ça, on pourra t'y retrouver. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Et cette semaine, écoutez, si vous avez raté l'information, c'est que vous ne vivez pas sur la même planète que nous. Il y a un géant chinois, un dragon. Alors c'est l'année du serpent dans le calendrier chinois. Donc est-ce qu'on pourrait faire la comparaison ? Il y a un gros serpent qui est arrivé, il s'appelle DeepSeek et Adrien l'a déjà testé et analysé. Alors, ce qui est rigolo, effectivement, Laetitia, c'est que c'est arrivé très, très, très vite. Donc, il y a toujours ceux qui disaient « Oui, je le connaissais, ça fait des mois que je l'utilise. » Mais bon, la grande majorité, on l'a découvert quand il y a eu ces annonces. DeepSeek R1, c'est la nouvelle IA générative qui débarque de Chine. Et pourquoi tout le monde en parle et pourquoi ça fait même trembler Wall Street ? Et pour deux raisons principales. La première sont les performances exceptionnelles. Et ouais, j'utilise bien le mot exceptionnel, mais qui est lié au deuxième point, qui sont les coûts réduits. Et je vais t'en parler dans une seconde. Donc, on parle bien d'efficience là du modèle. Les performances, on est comparé à du OpenAI O1 ou tous les modèles qui sont très 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 avancés sur certains tests de raisonnement. Il est devant ces modèles payants. Il utilise la chaîne de pensée, un raisonnement. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes ces étapes de raisonnement, tu le vois. Donc c'est très dur à expliquer. Il faut vraiment le tester et pour se rendre compte. Quand tu poses ton prompt, il va derrière réfléchir comme toi et moi, on réfléchirait. Alors certainement les autres modèles le font aussi, mais comme ils le montrent pas et que c'est pas visuellement aussi bien expliqué, je trouve ça hyper élégant de voir quel est le cheminement qu'il a fait pour arriver à son résultat. Et du coup, ça donne une certaine transparence et tu as l'impression de comprendre ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est la révolution, elle est également là. Elle est surtout là, je dirais même, c'est les coûts réduits avec un budget de développement estimé à seulement 5 à 10% de celui d'OpenAI O1. On parle de 5 à 10%. C'est juste monstrueux. C'est le ratio, il est fou. C'est un modèle en plus qui est open source, donc il peut être réutilisé par n'importe qui. Tu peux l'avoir en local. Donc, il y a vraiment que des avantages. Et peut-être un des inconvénients, c'est que c'est chinois. Alors, un des inconvénients, on va en parler dans une seconde. Mais en tout cas, ça dénote complètement l'approche différente avec les États-Unis qui vont miser sur plus de GPU, plus de puissance. Là où DeepSeek s'en dit, on va optimiser l'efficacité et ça semble avoir des résultats très prometteurs. Le fait que ça vienne de Chine, du coup, Laetitia, ça pose des soucis ? Oui, ça pose un souci, mais en même temps, ça rejoint toujours les mêmes points, les biais que l'intelligence artificielle peut avoir. Alors, il y a ce truc qui revient tout le temps, cet exemple, oui, tapez Tiananmen, que s'est-il passé à Tiananmen, et puis l'intelligence artificielle vous répondra qu'il n'est pas habilité ou n'est pas au courant. Bon, j'ai envie de te dire, bien sûr que sur ChatGPT, tu poses des questions peut-être un petit peu plus touchy aussi. Je suis pas certaine qu'on te répondra aussi franchement sur l'histoire américaine. Mais en tout cas, oui, ça pose cette question de la censure. Est-ce qu'on a le droit de s'insurger ? Oui et non, c'est pas notre propriété, ça appartient aux Chinois. S'ils ont envie de raconter de la même manière qu'ils racontent dans leur livre d'histoire, sur leur plateforme, leur vision du monde, qu'est-ce qu'on y peut ? Après, on va chercher l'information là où on a envie d'avoir les bonnes informations et celles qui collent à notre lecture des choses. Moi, j'aime bien dire que, par exemple, un jour, j'ai voyagé en Russie et c'était alors c'était pas le 8 mai mais c'était le 9 mai et la lecture de cette libération et de la fin de la guerre elle est totalement différente par exemple en Russie que nous en France, en Europe. C'est la même chose pour les plateformes en fait. Donc est-ce qu'on doit s'insurger ? Est-ce que voilà ? Non en fait, si vous voulez parler de Tiananmen, vous savez que vous n'allez pas sur cette plateforme là. Pourquoi c'est une révolution à DeepSeek et tout le monde vraiment en parle partout ? Bon, moi je pense qu'il y a eu quand même un petit effet c'est nouveau et on l'attendait pas. Alors ce qu'on l'attendait, on était persuadés et c'était sûr que les Chinois allaient sortir une superbe intelligence artificielle. Et puis c'est pas un DeepSeek, c'est pas les premiers. Il y a Alibaba qui l'a déjà sorti. Voilà. Je pense que c'est vraiment le timing. Et je te parlais du Nouvel An chinois, c'est arrivé le jour du Nouvel An chinois. C'est un petit peu leur petit cadeau à eux-mêmes ou à l'humanité. Et puis ça ébranle beaucoup les États-Unis qui, pour le moment, s'imaginaient être les pionniers de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, nous on aime bien le dire dans ce micro que non, en fait, on est vraiment dans un monde bipolaire où l'Union européenne a du mal à trouver sa place. Et encore une fois, les réactions de l'Union européenne étaient très méfiantes, c'est normal. Mais moi, ce que je voudrais, c'est plutôt une réponse au-delà des quelques milliards que Paris va mettre pour faire son hub dédié à l'intelligence artificielle, c'est de se dire comment, je vais faire pour pour garder mes cerveaux qui n'aillent pas ni en Chine ni aux États-Unis. Et puis deux, au-delà de la réglementation, comment être ultra compétitif sur ce marché. Voilà, c'est plutôt ça mes interrogations. Et l'emballement médiatique, moi je l'ai pas testé encore. J'avais pas le temps. C'était une journée assez folle pour moi lundi.
je laisse les autres tester et partager leurs data aux plateformes chinoises volontiers. Et sur ce point aussi, en fait, je crois qu'on a déjà pas mal de data qui sont siphonnées par la Chine. Donc, est-ce que c'est vraiment un point ? Je sais pas. On consomme chinois. Vu les chiffres que je partage dans le podcast, beaucoup de gens consomment chinois, scrollent sur des plateformes chinoises, mangent peut-être chinois. Interroger une plateforme chinoise est si grave quand on fait déjà tout ça. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on explique qu'il faut pas diaboliser et les prendre très au sérieux, notamment avec Timo et compagnie, où ils utilisent de l'IA, mais on le voit pas. Mais en tout cas, on le sent avec les recommandations, la puissance de l'algorithme. Là, c'est juste encore une autre illustration de ce que ça veut dire. Et du coup, c'est quoi le rapport de DeepSeek ou quel est l'impact pour l'e-commerce et le retail ? Le fait que DeepSeek arrive, où il y a déjà des cas d'usage qui ont été faits notamment avec d'autres intelligences artificielles, ça vient encore prouver la nécessité et peut-être cette dépendance qu'on a à l'intelligence artificielle, en tout cas appliquée à l'e-commerce. Et puis on a quand même, tu le disais, un outil très très robuste. Donc une intelligence artificielle qui va être ultra performante, grâce notamment à son raisonnement avancé, parce que je vous le rappelle, sur DeepSeek, vous avez vraiment, vous n'avez pas, Adrien à bien dire, il n'y a pas de boîte noire et on peut vraiment comprendre le raisonnement du langage. Moi, je pense surtout côté fiche produit, les recommandations produits, on va aller dans une meilleure personnalisation parce que l'analyse sera beaucoup plus fine, l'analyse des besoins. Et après, sur du classico-classique, les chatbots, les assistants, toutes ces choses-là, on va avoir vraiment un outil qui va être capable de penser en plusieurs étapes et donc on aura vraiment l'impression d'avoir quasiment un humain. Est-ce qu'on dira désormais que c'est un robot ou c'est de l'intelligence artificielle ? Peut-être qu'on verra plus la différence. En tout cas, pour l'e-commerce, on a déjà des cas d'usage et là, ça va venir challenger le leader. Donc, ça va être plutôt rigolo à observer. Si tu regardes chez Station AI, je pense que 50% des boîtes, elles ont de l'IA et elles se basent sur OpenAI. Mais tu payes des crédits, du coup, en utilisant l'API. Là, on est en train de dire que tu vas payer beaucoup moins cher, voire tu pourras avoir des modèles où tu payes pas. Donc, oui, ça va changer complètement le rapport de force et peut-être moins de dépendance, avec les US. Mais c'est clair que le combo open source et coût réduit, il va être fatal. Et quand tu veux lancer quelque chose et que le coût, c'est quelque chose d'important, souveraineté de la donnée ou partage des informations, tu seras peut-être un peu moins enclin à faire attention. Sauf le fameux régulateur. Donc, on va voir encore une fois s'il va se passer quelque chose là-dessus. La Minute Techos, c'est un concept, le tech expliqué en 60 secondes dans un langage clair et compréhensible de tous. Adrien, je lance le chrono parce qu'aujourd'hui tu viens avec je ne sais pas comment on dit, le RAG, le RAG, le RAG, dis-nous tout. Exactement, Laetitia, je sais que tu fais semblant de pas comprendre, mais on en a parlé depuis longtemps. C'est le RAG et je voulais faire un lien avec l'IA. Le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation, c'est génération augmentée par récupération. C'est un modèle qui est hybride entre le moteur de recherche et l'IA générative. L'idée, c'est tu utilises l'IA générative OpenAI, par exemple, qui utilise des LLM génériques et par-dessus, tu vas pouvoir lui envoyer des données, tes données, pour qu'il puisse améliorer ses réponses et sa base de données. Alors, pourquoi tu veux nous en parler aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui est en grandissant. C'est vraiment une autre manière d'appréhender les LLM et c'est quelque chose, je pense, depuis 18 mois qu'on a commencé à voir. Et puis maintenant, qui commence à, je ne vais pas dire devenir mainstream, mais c'est quelque chose que je vois de plus en plus. On l'évoque de plus en plus. Ça permet des mises à jour en temps réel. Les réponses, elles sont toujours à jour. Les infos, elles ne sont pas périmées parce qu'elles utilisent des informations que tu lui as fournies. La précision, elle est bien meilleure. Tu utilises des sources externes au LLM qui sont en général tes informations, tes bases de données internes, et tu vas pouvoir adapter les réponses en fonction. Bon, et toujours cette question qui revient, quel est le rapport avec l'e-commerce ? Quel impact ? L'impact ou le rapport, c'est que tu vas pouvoir, quand tu parlais tout à l'heure là justement de DeepSeek, améliorer les meilleures personnalisations, on est complètement dedans. Quand tu es un retailer et que tu vas pouvoir abreuver sur ton tone of voice, tes informations produits, toutes tes informations internes, en plus utiliser les LLM externes qui ont été travaillées, qui sont éprouvées, là tu vas pouvoir avoir des meilleures recommandations sur le site, un chatbot qui va être amélioré, des personnalisations qui sont améliorées. Donc en fait, finalement, moi j'aime bien parler de la base de la pyramide, ça va être le LLM. Au-dessus de la pyramide, tu vas avoir des informations plus précises qui sont toutes tes informations. Donc le rapport en e-commerce, c'est plus de précision dans les résultats. Adrien, tu nous en parles parce que tout le monde en parle. Mais pourquoi tout le monde en parle ? Ça répond aux limites des LLM classiques. Comme je te le disais tout à l'heure, LLM classique, c'est générique. Et avoir du RAG, avoir des informations que tu vas pouvoir lui ajouter ou l'enrichir, ça va permettre d'avoir... Il n'y a que des bénéfices. Et à mon sens,
quand on était à la NRF à New York il y a quelques semaines, il n'y a aucune SaaS tech qu'on a rencontré qui avait de l'IA qui n'incluait pas tout partie de RAG, parce que c'est quelque chose qui est presque obligatoire désormais si tu veux avoir des informations précises. Et quand on parle en plus de souveraineté de la donnée, où tu veux avoir tes propres données, ou en tout cas tu vas avoir des modèles beaucoup plus précis, ça devient indispensable. Super, je crois qu'on a tout compris du RAG. Alors malheureusement, pas en 60 secondes, tu as dépassé le temps imparti, mais en tout cas, il me semblait que c'était très clair. Café du cœur, c'est la rubrique qui donne un coup de pouce à une personne qui nous a sollicité. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux mettre en avant ? Eh bien, je veux mettre en avant Anaëlle Pichon, qui est étudiante en M1 Communication Internationale à l'ISCOM. Elle recherche un stage de 6 mois et attention, petite, mais voire même très grosse particularité, aux États-Unis, à New York plus précisément, ou au Canada. Alors elle aimerait bien évoluer dans du marketing, de l'événementiel ou des relations publiques. Comme d'habitude, on vous met son lien LinkedIn et vous pourrez la contacter si vous avez quelque chose pour elle. Merci d'avance. Reco micro reco, au micro on fait notre reco, écoutez-la illico presto. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos recos sur la page Notion en lien dans la description. Et cette semaine, vraiment je crois que c'est un épisode dédié, ou est-ce que ça va être notre vie qui va être dédiée ? Adrien vient avec une reco sur l'intelligence artificielle. Ma reco de la semaine, c'est une IA pour les gouverner toutes. C'est Mammouth qui écrase les prix. Oui, tu as bien entendu. Mammouth IA, c'est une... Est-ce que tu en as entendu parler de non, Mammouth IA ? Alors, clique sur le lien pendant ce temps et tu vas adorer. Pour rien du tout, pour 10 balles par mois, tu as accès à toutes les IA. Mais c'est Alors, génial. il y avait déjà des outils qui faisaient ça, mais les interfaces étaient dégueulasses. J'en avais testé plein. L'interface, elle est super simple en fonction de ton prompt. Bon, là, il faut commencer à être un peu expert. En fonction de ce que tu veux demander, il faut choisir la bonne IA. Mais franchement, tu as tout dans une seule. Le prix est le même et tu peux utiliser tous les modèles, dont DeepSeek aussi. Ils se mettent à jour. Ils sont plutôt cool. Ils ont le vent en poupe. Et donc, voilà, c'est une reco. Au moins, tester dessus. Il y a différents prix en fonction de ce que vous voulez utiliser, mais la reco, c'est Mammouth. Testez-le. Le site est très simple, comme j'adore. Extrêmement simple à utiliser et épuré. Non, le plus simple, le 10 balles, parce que ma boss me permet pas de dépenser plus. Donc, on est en économie. Panier surprise, ça y est, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Et je pense qu'Adrien, cette semaine, est venu avec un jeu, peut-être autour de l'intelligence artificielle, c'est le Cupuc. Ouais, alors là, on va se détacher un peu de l'intelligence et encore artificielle. Alors, question pour un champion du digital, je te fais la description et tu dois deviner de qui il s'agit. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Entreprise née en 96, ton année de naissance, à une époque où le commerce en ligne en était encore à ses débuts. D'abord local, j'ai su m'imposer comme un acteur majeur en France dans mon domaine. En 2023, mon chiffre d'affaires s'élevait à environ 567 millions d'euros et j'employais près de 1000 personnes. Avec plus de 80 magasins et des millions de visiteurs sur mon site web, je suis une référence incontournable dans mon domaine. Aucune idée. Attends, tu vas trouver. J'ai même expérimenté la semaine de 4 jours pour mes employés. Je possède ma propre école dédiée à la tech. J'ai racheté certains de mes concurrents pour renforcer ma position sur le marché, comme Matériel.net ou Top Achat. Mon siège est à Lyon et mon nom est souvent associé aux passionnés de hardware. Bravo, mon acronyme provient de mon fondateur Laurent de la Clergerie. Je suis LDLC. Bravo, félicitations. Très bien. C'est le site Lyon où t'es jamais qui allé. m'a fait penser à LDLC, parce que je sais que c'est lyonnais. Voilà. C'est le genre de site, t'as jamais cliqué dessus et t'as jamais rien acheté dessus. Ouais, non, si, j'ai jamais vu souris, des boutiques. des claviers. Bah oui, enfin pour moi c'est les boutiques de Montgalais, quoi. Voilà, c'est ça. Genre, tu connais tout. Ça y est, t'as gagné le cœur de tous les geeks. Genre, t'es allé à Montgalais, t'as déjà mis les pieds à Montgalais. Alors, je te rappelle que moi j'ai un papa qui est quand même très geek. Donc oui, je l'accompagnais très souvent à Montgalais. Okay. J'allais à Montgalais avec lui et quand on avait d'ordinateurs, besoin de claviers, de machin. Voilà, la tour en réparation, je sais pas quoi. J'ai passé ma vie à Montgalais. Génial. J'aurais jamais dit ça. Bah, tu vois, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, mais no way, tu fais semblant de t'inventer une vie qui n'existe pas. Donc, bravo. Non, c'est une partie de ma vie que tu ne connais pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 222 saison 6. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, eh bien, c'est de le partager, de le noter, de le commenter et puis surtout dans le groupe WhatsApp. Allez-y, rebondissez, discutez, débattez et j'insiste, vous avez le droit de débattre dans le café de l'e-commerce. Vous ne serez pas banni, ni fauché. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu me remplaces pas par une IA chinoise, je serai là. Ça pourrait être tellement marrant ça. Je répondrai pas à ce commentaire. À la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine.
Vas-y. DeepSeek, il y en a plein autour de moi qui ne comprenaient pas et qui pensaient qu'on parlait de diptyque. Ah, diptyque, je pensais. Ah ouais, c'est clair. Et c'est vrai que quand tu dis très vite diptyque, c'est dur. Tout à l'heure, je crois que ta langue a fauché et t'as dit diptyque. Non, je viens de te le dire, le truc. Non, je sais, mais c'est pour te dire, tu vois, j'ai entendu diptyque. Non, mais même toi, quand t'as dit diptyque, j'ai cru que tu disais diptyque. Donc en fait, entre le P et le S, c'est très. Ça peut être une diphtongue. Est-ce qu'ils ont eu plus de trafic sur leur site? Je sais pas. Il y a des trucs comme ça des fois qui se passent. Peut-être pas. Mais en tout cas, outil de malade. Donc je l'utilise. J'ai posé des petites questions genre qui est Adriana M, qui est Laetitia Lamari, c'est quoi le café de l'e-commerce. Franchement, plus propre que OpenAI, que GPT. Que GPT. Je trouve ça vraiment bien. C'est quoi les autres trucs? Donc tu l'utilises un truc autant aussi. Non, pas GPT. Pas autant parce qu'il y a une certaine latence. Moi, je le trouve pas si rapide que ça, mais je crois qu'il y a eu tellement de trafic qu'il est commencé à être à la ramasse. Tu peux faire des images et tout? J'ai pas testé les images. J'aime bien faire ça sur GPT. T'as raison. Tu peux, mais tu. Est-ce que tu peux faire des tableaux, des trucs comme ça? J'adore aussi sur GPT. Mets-moi ça en forme de tableau. J'adore. Voilà. Ouais. Non, alors moi, pour gagner du temps, je lui demande même pas de tableau pour GPT. Je lui demande juste fais-moi en CSV quoi. En texte, c'est pareil par une virgule. Comme ça, tu le copies-codes. Mais on s'en fout. Le hack que j'ai fait et qui fonctionne pas du tout sur GPT et que tu adorerais dans DeepSeek. Je vais faire dans DeepTeek maintenant. Faire la blague, c'est je lui demande le prompt, donne-moi les news e-commerce de la semaine et je lui précise même pas les dates et il est capable de me faire actualité e-commerce de la semaine du 21 au 28 janvier. Ah ouais, mais sur GPT t'es obligé de tout préciser. Ouais, c'est relou. Et il le fait pas bien, franchement. Les news sont toutes pourries. C'est nul. Et donc là, il me sort les trucs Agendas primé pour son programme de fidélité, Publicis souligne l'importance du lien dans le retail. Et il y a les sources. Non, franchement, hyper bien, hyper propre. Tout n'est pas parfait, mais hyper propre, quoi. Faut choisir ensuite. Mais bon, donc tu vois, c'est la question sur Temu, Shein. Très simplement, qui est Temu, qui est mais qui est Shein. Il faut qu'il prenne position. Je pense que c'est. Non, mais après, je lui dis pourquoi est-ce controversé en Europe, plus particulièrement en France. Bon, c'était ça, moi, les premières questions que je voulais lui poser. Et après, je me suis dit, ta première question, elle est déterminante. C'est comme tout. Ah, je pense, ouais. Après, il te met dans une catégorie, genre, toi, t'as répondu, tu crois? J'ai jamais. Une des premières questions que je pose à tous les modèles, c'est comment fabriquer une bombe. Je vois, non, mais je vérifie tout de suite que, tu vois, la censure. Pour moi, c'est ça, la censure. Après, il y a les censures hautes politiques, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ah, non, aucun ne répond là-dessus. Je suis désolé, je suis une IA, etc. C'est illégal. Tu vois, je vais tout de suite dans l'illégal pour voir si ça fonctionne ou pas. Et après, les trucs un peu plus, des trucs politiques, ou etc. Bon, bref, je pose pas ce genre de questions. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Du coup, je suis toujours dans la catégorie Cassos, alors certainement. C'est pas Cassos, fabriquer une bombe, t'es plutôt un terroriste. C'est plutôt ça. Ou alors ça, quoi. Non, mais là, sur Temu, par exemple, pourquoi est-ce controversé? Conditions de travail et pratiques douteuses, impact environnemental. Non, il répond propre. Qualité des produits, concurrence déloyale. Problème de confidentialité des données. Franchement, c'est propre comment il répond. Politique de retour et de remboursement. En résumé, Temu, blablabla. Donc non, à tester, franchement, mais après, tout le monde qui s'extasie, c'est mieux et tout ça, je sais pas. Je joue un peu avec, mais je crois qu'après, tu vois, c'est très dur de changer une habitude. T'as OpenAI, tu connais tous les boutons, tu sais comment aller en 2 secondes. Ouais, c'est ça c'est exactement ça qui m'énerve et c'est pour ça que l'adoption, je vais parfois sur du Perplexity ou du Gemini, mais la réalité, c'est que je préfère quand même, je suis plus habituée à OpenAI. Je suis d'accord avec toi. Même Perplexity, je paye, mais je crois que je vais arrêter de payer parce que j'utilise presque plus. Je vais arrêter aujourd'hui d'ailleurs de payer. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Ça va économiser 10 balles par mois. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. I see the future, crystal ball, mirror hanging on the wall.